Bonjour et bienvenue à La Lisière pour ce podcast enregistré en juin 2025 avec Isaac Pantet. Il s'agit donc de la première partie d'un diptyque. Cette première partie est consacrée essentiellement à l'IA, l'intelligence artificielle, son impact sociétal, aussi individuel, psychologique, mais également environnemental. Comme il s'agit d'un sujet évidemment très mouvant, il est tout sauf evergreen comme on dit, ce qui veut dire que on l'a enregistré il y a 2 mois, il est publié maintenant suite à la pause estivale, vous l'écouterez peut-être 1 an plus tard. Il y a évidemment des choses qui ne seront plus d'actualité, toutefois je vous encourage quand même à l'écouter, il y a je trouve de très bonnes choses, des choses très intéressantes, en tout cas moi j'ai appris beaucoup durant cet échange très riche. Je vous souhaite dans tous les cas une très bonne écoute. Isaac, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet enregistrement, cette conversation sur la chaîne Lisière. Je te laisse peut-être commencer par te présenter. Ouais, merci à toi pour cette invitation. Oui, effectivement, Isaac Pantet, je suis maître d'enseignement et de recherche ici en faculté des lettres à l'Université de Lausanne. Dans ce contexte, je suis amené en fait à aborder pas mal de sujets qui vont de la fiction interactive à la réalité virtuelle. En fait, par l'intermédiaire du Game Lab, mais aussi par un certain nombre de mouvements qui ont été faits ces dernières années dans notre département. Il y a une dimension assez creative writing, pratique vraiment de recherche-création, hein, ça devient plus populaire. Oui. On a aussi créé un programme qui va dans ce sens-là, un programme d'études qui va commencer à l'automne. Et donc, en fait, tout ça fait que tout se mélange un petit peu. C'est-à-dire, j'ai ma pratique littéraire, mais aussi de créateur de jeux de rôle depuis des années, de MJ. Et en fait, comme mes objets sont assez voisins de ça, avec la fiction interactive, tout ça se nourrit un petit peu ensemble. Donc, j'ai ces différentes casquettes, un peu de game designer, mais auteur, mais aussi un peu... tu vois, scientifique, tout ça, c'est compliqué. Mais c'est très bien parce que ça va justement nous permettre d'aborder un peu toutes ces questions de façon pluridisciplinaire. On va peut-être commencer par justement l'intelligence artificielle très présente dans les histoires, dans la science-fiction maintenant depuis en tout cas le siècle dernier. On peut remonter beaucoup plus loin finalement avec ces mythes de la créature qui se retourne contre son créateur ou non. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit souvent sous le prisme plutôt négatif. L'IA, même pour le bien de l'humanité, va finir un petit peu par le contraindre l'humain, voire l'annihiler parce qu'il est vu comme quelque chose de négatif. Aujourd'hui, toi qui es aussi très impliqué dans ces thématiques, où est-ce qu'on en est ? On est dans une utopie, une dystopie ? Comment toi tu le vis tout ça de l'intérieur ? Et puis quelles sont les pistes un peu de réflexion aussi pour l'avenir, pour pas retomber finalement peut-être sur juste la façon qu'on a de percevoir ça par ces prismes qui peuvent être très effrayants ou à la fois très fascinants. Je pense que tu cadres très bien la thématique, c'est-à-dire que en fait, il faudrait pas faire l'erreur qui consisterait à penser que l'intelligence artificielle, ça n'est qu'une technologie ou qu'un ensemble de technologies. Et ça, en fait, c'est un petit peu l'élément que les acteurs industriels ont envie de mettre un petit peu en arrière. Ils insistent beaucoup sur le nombre de puces GPU qui sont produites, sur l'efficacité des modèles, sur le pourcentage de ceci et de cela. Donc, en fait, une technologie qui est vraiment présentée sous les arts de la magie, finalement. Et on ne doit pas perdre de vue que, effectivement, il y a tout un imaginaire qui est véhiculé par ça, tout un narratif. Et puis que cette manière de penser, alors qu'elle a été nourrie, comme tu le dis, par la science-fiction, en bien comme en mal, quoi. On va dire qu'il y a une espèce de narratif général par ces industries-là qui ont évidemment des enjeux de ce côté, d'une sorte de solutionnisme. Alors oui, il y a des éléments qui nous inquiètent sur la capacité de ces IA potentiellement à sortir de leur propre cadre, à être manipulatrices ou... c'est toujours un peu délicat en fait de savoir que faire de ces articles parce que j'ai l'impression que finalement en un certain sens même s'ils correspondent à des craintes réelles et parfois très tangibles, c'est-à-dire qu'on commence à voir que le confinement peut être problématique. Parfois j'ai aussi l'impression en fait que ça participe une fois encore d'une forme de comme si une nouvelle espèce était apparue sur la planète en un sens, tu vois, qui serait une espèce synthétique. Et ça, de nouveau, c'est finalement un choix de société. Et le fait de présenter ces éléments comme une sorte de forme de vie qu'on serait en train de découvrir occulte complètement le fait que finalement, c'est des choix loin d'être neutres qui sont faits et qui nous amènent à déployer ce type d'éléments-là. Donc, on va dire que pour moi, évidemment, poser la question aujourd'hui,
Peut-être que si cette technologie était apparue il y a 100 ans, on ne poserait pas les questions dans le même sens. Mais là, ce qui est assez fou, c'est qu'on est habitué depuis des années maintenant quand même à une forme d'entrisme technologique, hein, où en fait on nous balance des jouets dans la main. Ouais. Et puis ces jouets qu'on nous balance dans la main, en fait, c'est très difficile d'y résister parce que ça correspond fondamentalement à certains désirs humains. On a envie de pouvoir communiquer, par exemple. On a envie de pouvoir, typiquement, ne pas être seul aussi. On voit que l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça répond aussi beaucoup à ça. Ouais. Je suis seul avec mon problème, je suis seul avec mes troubles psy. Peut-être qu'aller à la rencontre d'une personne du milieu médical, c'est compliqué, ou c'est long, ou c'est inaccessible parce qu'il y a eu de la casse sociale, notamment dans les services publics, et par conséquent, c'est beaucoup plus simple de dire en fait, j'allume mon petit... Voilà. Donc en fait, on nous propose comme ça depuis des années des sortes de solutions qui arrivent avant qu'on puisse évidemment calculer les impacts que ça peut avoir. On le voit avec les réseaux sociaux. Enfin, on commence seulement, en guillemets, à comprendre aussi un petit peu ce qui se passe, en bien comme en mal. Et quand on a ces dispositifs-là et qu'on les pense aujourd'hui, là où c'est un petit peu... c'est très, très effrayant, c'est qu'on voit déjà l'impact. On sait les ressources qui sont requises pour créer ce type de structure, rien que dans la perspective extractiviste. Il faut sortir le matériel de terre. Mais en plus de ça, ensuite, il y a tous ces procédures d'entraînement, il y a le stockage, il y a l'enregistrement de ces données, qui évidemment a un impact sur l'eau. Et tu viens ajouter à ça, en fait, la demande. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes l'utilisent pour vraiment tout et n'importe quoi, starter pack, etc. Et donc, ça a un impact même sur la consommation électrique de la Suisse aujourd'hui. Ce qui fait qu'on se trouve quand même dans une situation, si tu veux, où il y a finalement, 1 année et demie, on nous disait, vous savez, cet hiver, vous n'aurez peut-être pas du courant tout le temps, qui en fait est plutôt notre monde. C'est plutôt ça, la réalité. Oui. Et en face, on nous dit, les géants de la tech sont en train de penser à construire des centrales nucléaires pour qu'on fasse des starter packs. Ouais. Donc, pour créer le besoin aussi, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que finalement, pour créer le besoin, quand tu parlais d'entrisme, moi je me rappelle quand WhatsApp a commencé de nous faire ses suggestions de termes pour qu'on puisse écrire nos messages plus rapidement, finalement, on se posait déjà peut-être à ce moment-là, où c'est par curiosité pour ces sujets, mais la question de se dire, mais si j'ai beaucoup recours à ça, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas pouvoir juste déléguer le fait de répondre aux messages? Et qu'est-ce qu'on perd en faisant ça? Qu'est-ce qu'on perd, ouais. Et ça, c'est une question, j'ai l'impression qu'effectivement, on se pose peu parce que on glisse dans des choses qui apparaissent tout à coup dans nos outils du quotidien. Et puis en fait, on n'a pas vraiment... Enfin, on se pose peut-être pas la question très longtemps. On râle pendant une semaine sur Google et sa façon de nous synthétiser notre demande à partir d'articles qui sont franchement pas très clairs et qui nous donnent des réponses peu satisfaisantes. C'est ça. Mais au bout de combien de temps on dit... Puis on a pris le réflexe, en fait, malgré nous, quoi. Oui, puis il y a une pression sociale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens le font, toi, tu as aussi potentiellement une augmentation de la productivité. Moi, et puis c'est pas forcément ce qu'on doit chercher, mais il y a aussi tout cet imaginaire capitaliste qui circule et puis qui nous amène aussi à avoir des propositions qu'on a l'impression, en tout cas, de pas vraiment pouvoir refuser. Moi, ce que je trouve assez frappant par rapport à ces dispositifs-là, tu vois, c'est que moi, je suis... Bon, maintenant, on peut vraiment se poser des questions par rapport à l'intelligence artificielle parce que ça a vraiment un impact, mais de manière générale, je suis un petit peu moins inquiet par, on va dire, la perte potentielle de compétences. Oui. Même si là, le spectre est si large que, si tu veux, ça repose la question dans d'autres termes. Mais on sait dans l'histoire qu'on a toujours, finalement, toute notre histoire de développement et d'évolution a supposé la perte d'un certain nombre de, entre guillemets, compétences. Il faut bien s'imaginer qu'à une certaine époque, un médecin, parce que c'était que des hommes, lorsqu'il voulait, par exemple, connaître sa formation, consistait à aller dans un endroit particulier, écouter des leçons qu'il n'écouterait finalement, pour ainsi dire, quasiment qu'une fois dans sa vie. Et par conséquent, il fallait avoir des moyens mémotechniques pour se rappeler, ce qui veut dire que les textes même, qui étaient les textes médicaux, étaient... créés sous des formes qui facilitaient la mémorisation, tu vois, de formes plutôt poétiques ou ce genre de choses. Et puis évidemment, et là maintenant on voit souvent ressortir des phrases de Platon qui dit les jeunes ne savent plus lire et écrire, etc. Oui. Donc en fait, c'était mieux avant, c'est toujours mieux avant. Ou alors il y a un petit peu ça, mais il y a aussi le fait que typiquement, tu vois, l'arrivée de la calculatrice, ça a été un grand débat à un certain moment. Et on aurait vite fait de dire, ouais, mais en fait, la calculatrice, voilà, c'était la même chose. Et puis l'IA, ça sera la même chose, et voilà. Mais en fait, ce qu'on a rarement tendance à considérer, au-delà de la question vraiment purement cognitive, c'est
c'est toute la dimension sociétale et du lien qui se joue autour. Et moi, je pense pouvoir remarquer dans l'histoire même de mes relations sociales que oui, WhatsApp est potentiellement, ou tout autre instrument de communication instantanée, est un facilitateur, mais en même temps, il invisibilise des tas de dimensions d'un rapport de personne à personne. Déjà rien que, tu vois, cette interview, on aurait pu la faire autrement, mais là, je t'ai en face, il y a un décodage qui se fait, il y a potentiellement quelque chose de l'ordre de l'émotion, c'est-à-dire qui est beaucoup plus riche, et j'ai l'impression que, en fait, on a une forme de... On a l'impression qu'on n'a rien perdu, et en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais finalement, cette personne-là, je lui parle tout le temps, mais tout d'un coup, tu l'as une fois au téléphone, et tu te dis... Ah, mais je pensais que ça allait, mais en fait, ça va pas. Parce que j'entends dans le ton de la voix qu'il y a quelque chose qui va pas. Et finalement, je me rends compte que je sais pas vraiment ce qui se passe dans sa vie. Parce que simplement, le fait d'avoir l'impression qu'elle est tout le temps là fait qu'en fait, on n'a jamais vraiment été ensemble. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète par rapport à cette intelligence artificielle. C'est pas tant le fait qu'on se dise, bon, ben, on va perdre telle compétence. Ça fait partie de l'histoire humaine. Et jusqu'à un certain point, c'est pas très grave. Mais là où il y a un problème aussi, et là ça nous ramène vers la question écologique, rien ne garantit en fait qu'on va avoir ces dispositifs pendant très très longtemps, rien ne garantit qu'ils soient vraiment aussi partagés qu'ils le sont aujourd'hui, simplement pour des questions de ressources. Donc en fait, ben oui, mais est-ce qu'on imagine que dans 50 ans, on aura... c'est à peu près certain que tout ce qu'on a sur la table maintenant, les ordinateurs, les téléphones, en fait, on les aura plus. Oui. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait de ça et est-ce que c'est une bonne idée, du coup, de perdre un certain nombre de compétences qui vont peut-être pouvoir être clés Donc, s'il y a un mérite à tout ça, c'est peut-être justement celui-là. C'est-à-dire que là, on a certainement la structure la plus énergivore potentiellement jamais inventée. Et puis maintenant, on doit se poser la question, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quels sont nos choix de société? Et c'est le dernier moment, vraisemblablement, un petit peu pour se poser ces questions. Donc, il y aurait des usages très responsables de l'IA. Dans un monde meilleur, on aurait dit, écoutez, on a inventé ça, c'est très énergivore. Donc, en fait, on va vous proposer des instances locales. On fait un moratoire de 4 ans. Et puis vous cherchez tout ce que vous pouvez trouver, sachant que l'industrie, on le voit, l'industrie elle a récupéré beaucoup d'éléments qui viennent du web, qui sont simplement emparés ces outils, qui ont commencé à comprendre ce qui était possible d'en faire. Donc voilà, on est dans ce monde-là où l'objectif c'est la rentabilité, avec des acteurs qui ont des forces de frappe que les États n'ont plus, souvent, et... on est dans un monde qui a changé vite, avec des volontés de totalité assumées et qui glissent vers le totalitaire. Et puis finalement, ces questions d'usage responsable, effectivement, elles sont au niveau des entreprises qui sont les plus grands potentiels utilisateurs de ce type d'outils, qui créent une concurrence potentiellement à un certain moment donné avec l'humain lui-même, qui du coup est obligé de les utiliser pour régater. Et puis ça, on a une certaine prise, mais peu en tant qu'individu, mais aussi on parle de l'usage responsable soi-même. Bien sûr, Et j'ai on l'impression... responsabilise beaucoup l'individu, tout à fait. Peu trop d'ailleurs. Peut-être, des fois on oublie un petit peu qu'on est aussi limité. Et puis je pense que c'est un petit peu comme avec les réseaux sociaux, on dit souvent, c'est des machines à dopamine, ça fonctionne comme des machines à sous, il faut se responsabiliser, utiliser un minuteur. Mais beaucoup de gens peinent à le faire, même moi qui ai conscience de ces questions et qui y pense. Finalement, je sais que j'ai des périodes où je suis totalement hors de contrôle avec mon utilisation des réseaux, parce qu'ils sont designés pour ça. Et en fait, ça, c'est compliqué aussi d'être responsable face à des outils développés pour hacker nos cerveaux d'une certaine manière, de façon extrêmement efficace, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait on sait qu'il y avait des objectifs particuliers par rapport à la captation de l'attention, c'est ces fameux dark patterns, etc. Oui. Et puis c'est vrai que, mais ça c'est aussi un petit peu l'effet général, sans doute, de cette démarche très capitaliste, c'est-à-dire que tous ces réseaux sociaux auraient pu nous amener vers autre chose. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'idéaux, y compris les premiers idéaux du web, qui se sont laissés quand même bien capter par le capitalisme et qui ont amené ces dispositifs ailleurs. Et donc aujourd'hui, un réseau social, c'est plus une espèce de auto-branding où tu fais ta petite start-up personnelle, où en fait tu travailles ton image de marque et voilà, que vraiment la création d'une communauté. C'est là où je pense qu'un Discord tout d'un coup t'amène autre chose, tu vois, on retrouve en fait une espèce de forme. Alors Discord est problématique par bien des aspects aussi, mais
tout d'un coup, tu vois réapparaître des espèces de formes qui simplement avaient été un petit peu mises en deuxième ligne parce que c'est c'est la grande invention de en guillemets, Facebook, tu vois, c'est ce j'aime. C'est ce j'aime qui te donne de la validation, qui te donne aussi une sorte de métrique de la popularité, visible pour toi et pour les autres. Et puis voilà, puis sortir de ce type de... Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point... on le mesure que par la souffrance, finalement, mais assez peu par les autres dimensions, à quel point ce type de dispositif nous a vraiment poussé dans toutes les dimensions, tu vois, enfin, même dans les questions de recherche de partenaires aujourd'hui. Là aussi, en fait, voilà, c'est le marché de la viande avec tu dois préparer ta propre image, ta petite affiche et ce genre de choses. Et je pense que c'est pas un hasard qu'on voit tout d'un coup une certaine popularité autour de textes comme ceux de Hartmut Rosa, Rendre le monde indisponible ou ce genre de choses, qui t'amènent à dire mais finalement, voilà, il y a aussi des vides, il y a aussi des hasards. Enfin, cet intérêt pour la méditation et autres. Et je pense que ça répond à la fois à un besoin, en même temps c'est une espèce de pansement sur de nouveau oui mais en fait calme-toi, fais de la médite et à partir de ce moment-là va te boire ton petit jus de mangue et puis continue, oublie les missiles qui tombent et surtout recycle tes capsules donc tu vois on vit quand même dans une période je trouve qui est très compliquée de ce point de vue-là et malheureusement je pense que les personnes qui ont une sensibilité élevée sont plus en danger que les autres. Et puis c'est dommage, parce que c'est plus de ces gens-là dont on a besoin que des gens qui vont sauter tous les 2 jours dans un avion en se disant « Ah mais là, mais c'était trop cool, mais tu sais, la plage là-bas, c'est incroyable. » quoi. Donc c'est une période compliquée. Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu as sur le marché de la viande, parce que finalement, justement pour en revenir à WhatsApp, moi je me rappelle que c'était le premier podcast que je voulais enregistrer, c'était justement, imaginons qu'on utilise ces phrases présuggérées. Alors, finalement, avec ma tendance à partir dans des histoires et dans de la fiction un petit peu horrifique, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, on a une sorte de double numérique qui répond à notre place et puis qu'on n'arrive plus à régater avec ce double-là. Et j'imagine que c'est potentiellement quelque chose qui doit arriver à des personnes sur Tinder ou je ne sais quel site de rencontre, où ils utilisent peut-être ChatGPT pour générer des réponses parce que c'est plus simple. Bien sûr. Et puis finalement, on se retrouve face à une personne, mais on n'est pas à la hauteur de ce qu'on a fait générer par une IA. Peut-être comme jadis, on faisait écrire ses lettres à sa bien-aimée par son majordome, si on avait les moyens, je ne sais pas quoi. C'est ça. Mais on sait, c'est particulier. On sait qu'il y a des nouveaux services qui apparaissent comme ceci, notamment pour quitter parce qu'il y a manifestement une fatigue du côté des applications de rencontres, et que par conséquent il y a un report sur d'autres plateformes, Instagram et autres, mais que l'intelligence artificielle est utilisée via des plateformes comme Reeze et autres pour, en fait, tu lui donnes des éléments ou accès à ta conversation et puis il va te générer la prochaine phrase qui va être vraisemblablement la phrase qui va retenir l'attention. Mais c'est sûr qu'inévitablement, tu vois, enfin, il y a un côté, j'ai une IA qui produit des éléments sur LinkedIn et puis en face, il y a une autre IA qui met des notes sur LinkedIn et puis sans doute que ces systèmes vont continuer à tourner, qu'on sera tous morts. Et puis que voilà, donc c'est assez on est dans une espèce de on est vraisemblablement dans une ère finissante par rapport à ces dispositifs. C'est assez clair. Et puis on sait aussi que selon la formule bien connue, c'est dans ces périodes-là que surgissent les monstres, quoi. Et là, je pense qu'effectivement, tout le monde voit bien que le système ne marche plus pour nos vies quotidiennes, marche plus pour nos satisfactions personnelles, marche plus pour la marche du monde. Et en même temps, on a devant nous Enfin, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à la fois, on a une augmentation de la brutalité, de manière générale, dans le milieu du travail, etc. Enfin, le nombre d'affaires qui éclatent, au-delà de la sensibilité, si tu veux, à ces thématiques, parce qu'on sait qu'il y a un biais, mais même les questions de gouvernance, où les gens ne s'entendent plus, ils n'arrivent plus, ça va au clash, il faut des audits externes et ce genre de choses... C'est déjà un indicateur de, je pense, la fatigue, de l'absence de vide, de la sursollicitation permanente qui est amenée notamment par ces technologies, et puis un certain rapport au monde
parce que je pense que même si tu enlèves les technologies, il faut un certain temps pour se déshabituer de cette manière de penser et de vivre. Mais aussi, et on le voit, il y a une demande de brutalité qui augmente. Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que quand les gens sont fatigués, épuisés, il y a tout d'un coup quelqu'un qui débarque dans un bar et qui dit on est d'accord qu'on en a marre de toutes ces conneries, hein, et puis qui a envie de donner un gros coup de pied quelque part, et puis en fait tu le suis, et puis tout d'un coup tu te retrouves pas dans la bonne pièce, pas au bon endroit, et tu te dis ouf, mais en fait est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Et là on sait que tous les processus psychologiques bien détaillés sur la dissonance cognitive et autres font que tu vas trouver des bonnes raisons finalement d'être dans cette pièce, et toi aussi donner des coups de pied là où tu devrais pas donner des coups de pied. Donc moi c'est un peu... Enfin, c'est pas qu'un peu, c'est beaucoup ça qui m'inquiète, c'est que... Risque un peu d'extériorisation du ras-le-bol de façon malsaine, quoi. Ouais, puis on sent qu'il y a une sorte de décomplexion par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vois, il y a quelques années, un scandale aurait été assassin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales, on glisse dessus simplement les uns après les autres, et puis voilà, puis non, mais c'est vous qui le dites. Et puis ça passe plus loin, tu vois. On a quand même l'impression qu'il y a un certain nombre de... Que finalement, on peut même s'enorgueillir d'éléments qui auraient été honteux il y a un certain temps, tu vois. Ouais. Et la brutalité, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est vraiment un indicateur vraiment fort de ça. Et je trouve que, voilà, il faut jamais... Je pense qu'il faut vraiment faire très attention à pas amener les gens... dans des situations de trop grande fatigue, parce qu'on le sait très bien, si toi ou moi on a mal à la tête, hein, on va pas avoir la même discussion, on va pas avoir la même... Voilà, donc il faut pas amener les gens dans ce genre de position, et malheureusement on voit bien que le partage des ressources, la casse un petit peu systématique, l'espèce d'extractivisme autant... on va dire dans le monde, mais aussi de ce qu'on demande aux individus tout le temps. Tu vois, on extrait, mais vous pouvez encore faire un truc, les bullshit jobs, etc. Ouais. Fait qu'il y a une espèce d'augmentation comme ça de « Ok, vous savez quoi, j'en ai marre. » Cette fois, on en voit tout péter. Et malheureusement, les gens qui ont souvent la tête froide sont pas les... Dans ce type de situation, les personnes qui ont la tête froide ne sont pas nécessairement les bonnes conseillères, hein. Simplement parce que c'est des personnes qui sont en position de pouvoir et puis qui vont capter cette colère puis la réorienter, vers leurs intérêts à eux. Hein. Donc, moi, je veux dire, tout ce qui se passe un petit peu, c'est très inquiétant, en fait. On ne peut pas nier que le fascisme, qu'on attache souvent... à une période historique très déterminée qui dit non mais vous exagérez, l'intelligence de l'histoire consiste à ne pas voir des phases entre guillemets mais avoir des processus. Et puis il y a eu un excellent documentaire sur Blas il n'y a pas très longtemps là-dessus qui justement insiste sur le fascisme comme processus, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se déploie, qui a un certain rapport au monde, et puis il y a aucun doute pour les historiennes et historiens qui sont impliqués sur ces questions-là et qui les connaissent depuis longtemps qu'il y a quelque chose qui est... C'est en train de se passer maintenant. Et donc, oui, on a des raisons d'être inquiets, et ces dispositifs, notamment d'intelligence artificielle, qui donnent un pouvoir absolument énorme, aussi parce qu'ils ont cette capacité d'éloigner l'humain. Ouais. De l'isoler, puis de... Ouais, puis même dans les dispositifs, tu vois, la guerre numérique, les drones, les robots... finalement, toute la guerre moderne, elle a aussi travaillé... ça a été thématisé par des anthropologues et autres, mais elle a aussi travaillé cette mise à distance de l'acte de « je viens vraiment te planter un couteau ». La baïonnette demande un autre type d'entraînement humain que d'appuyer sur un bouton pour lâcher une bombe. Ouais. Tu vas le faire plus facilement, tu auras potentiellement le même type de stress post-traumatique, mais y arriver ne va pas être véritablement la même chose. Et là, en fait, tu n'as même plus besoin d'appuyer sur un bouton. Tu auras potentiellement un robot qui va et puis qui nettoie la zone. C'est que l'horreur sans état d'âme. Ouais, ça se met à distance, etc. On supprime les intermédiaires dans un sens qui devient potentiellement très très inquiétant, quoi. Donc voilà, on est dans cet univers-là, et puis il n'y a aucun doute que cette technologie permettrait de faire des choses extraordinaires, mais en fait il faut la rapporter au coût,
Oui. Et puis, actuellement, alors il y a des manières de le faire localement, hein. Il y a des artistes qui font des choses très intéressantes. Il y a des gens aussi qui sont très attentifs à leur consommation électrique, par exemple. J'ai mes IA, j'ai mon IA, mon modèle qui est sur ma machine. Je fais un certain nombre d'usages. Ça, c'est pas stocké sur des serveurs, donc je diminue déjà le coût. Et puis je regarde la consommation électrique que j'ai mes panneaux solaires au-dessus. Évidemment, il faut pouvoir se permettre tout ça. Tu vois, c'est toujours la même chose, mais disons. Puis avoir les connaissances aussi. C'est ça. Derrière, c'est une technologie. Cette technologie-là, finalement, faut jamais oublier que c'est la nôtre. C'est une technologie qui vient des universités, qui, comme des tas d'autres technologies, a été soumise à un pillage absolument monstrueux, comme ce qui est en train de se faire du côté des œuvres. Enfin, ce qui s'est déjà fait du côté des œuvres et qui est en train de se légitimer du point de vue du droit, avec un certain nombre de jugements rendus aux États-Unis sur ces questions-là. Donc, en fait, on est vraiment dans une situation de blanchiment de propriété intellectuelle. Google Books avait déjà fait en son temps. Là, c'est en train de se refaire à une bien plus grande échelle. Et puis, la contrepartie, c'est que, on puisse générer des choses. Et ça, donc, moi, je mets ça aussi en perspective par rapport à l'histoire de l'art génératif et autres. Ouais. Et donc, je sais que c'est pas le dispositif qui est délétère pour l'art, parce qu'il y a des artistes, Vera Molnar et d'autres, qui ont utilisé ces dispositifs-là pour aller à une recherche d'intuition, pour faire rejaillir l'humain. Donc, c'est pas une question de criminaliser l'outil. On a des choses extraordinaires à faire avec ça. Oui. Le problème, c'est que, en fait, ça nous est fourni avec un coût qui est totalement invisibilisé et dont on commence, en fait, à ressentir de manière très tangible et pas juste par des annonces qu'en fait, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. C'est vrai qu'on en parle un petit peu maintenant, mais j'ai l'impression que pour énormément de gens, desquels je fais potentiellement partie dans une certaine mesure, c'est flou le coût. Parce qu'on se dit, j'ai utilisé ChatGPT pour avoir une conversation sur j'en sais rien quoi, pendant 1 heure, en fait, on a de la peine à avoir cette connexion, à se dire, oui, mais en fait, il y a eu un coût énergétique qui est de temps. Et tant de personnes font ça en même temps sur la planète, et voilà le coût. Donc finalement, l'utilisation, on a de la peine à la connecter à ce qu'elle implique derrière. Ouais. Et puis après, comme tu le disais, potentiellement, ça peut être aussi une volonté de l'invisibiliser, ce coût-là. Oui, tout est fait pour, parce qu'on a, tu vois, l'intelligence artificielle, on veut te la présenter comme quelque chose de magique. On ne parle pas des personnes qui font du tag d'images pour identifier les images problématiques et qui se trouvent avec des stress post-traumatiques en Inde, parce que tu vois, tu as des contenus, tu as aussi tout le travail qui se fait derrière, qui participe de ce renforcement, mais aussi l'extraction des matériaux, les sols qui sont détruits dans ce genre de cas. Et puis effectivement, on a besoin d'images fortes, parce que oui, vous savez, je sais pas, tant de mégawatts, tu vois, moi ça me dit rien, mais par contre quand on me dit une génération d'images, on considère que c'est une charge de téléphone. Bon, une image, c'est une charge de téléphone. Ouais, tout à coup. Ok, d'accord, 20, ce qui est à peu près, mais bon, ces chiffres sont plus actuels, mais à l'époque j'avais jeté un œil. Je pense qu'aujourd'hui c'est potentiellement même pire, même si l'industrie va te dire non, mais vous savez, on améliore les modèles et ce genre de choses. Oui, d'accord, mais ils font du surentraînement. Et puis, on ne connaît pas en fait les coûts réels, mais on estime que, tu vois, une conversation de, je pense que 20 échanges avec un modèle du type ChatGPT sur une version en ligne, on se retrouve dans ce même contexte d'une image générée, c'est-à-dire, puis aussi une petite bouteille d'eau, en fait, qui part. Donc, tu vois, l'eau, on sait que la guerre de l'eau, ça arrive. Même sans ça, en fait, la guerre de l'eau, elle arrivait. Ça va être un vrai problème. Donc, tu ramènes tout ça au fait que, effectivement, et puis je te parle même pas de la vidéo. Tu vois. Donc, non, mais complètement, c'est qu'il y a démesuré. Donc voilà, c'est complètement fou. Et puis donc on ne voit pas ça et on le voit d'autant moins. Alors maintenant, on commence à se prendre le boomerang, tu vois, avec le réchauffement climatique. On commence à voir ce qui se passe vraiment ici. Mais quand tu vas acheter ton ordinateur, puis on est tous responsables, moi aussi, quand je vais acheter mon ordinateur, les métaux lourds dans les sols, en fait, je les vois pas. Et qu'est-ce que je fais et comment je fais par rapport à la demande sociétale et quelle est notre responsabilité. Et donc, tu es toujours pris dans des espèces de positions. Tu vois, nous, à l'Uni, c'est assez caractéristique. On est le dernier maillon de formation. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, on est dans un endroit de potentielle résistance par rapport à ces technologies, dans le sens où, mine de rien, on a une certaine autonomie que des tas d'autres personnes n'ont pas. Donc, on peut dire stop, on peut dire non.
En même temps, il y a quand même le politique qui se dit non, mais nous on a envie d'être très innovants, etc. Par ailleurs, il y a quand même l'excellence dans la recherche qui t'impose de te dire bon, mais potentiellement là, est-ce qu'il n'y a pas des outils, et on sait que dans ce domaine il y a eu des réussites, hein, donc est-ce qu'on doit les utiliser, ne pas les utiliser, etc. Et puis après, tu as les enjeux de formation, c'est-à-dire ces élèves-là, est-ce que je suis responsable en ne leur disant rien sur l'utilisation de ces outils. On ne peut pas nier leur existence, quoi. Sachant que notre objectif, c'est aussi quand même, alors ce n'était pas le cas de l'université il y a un certain nombre d'années, hein, qui en fait était presque fier de finalement ne pas conduire à un travail dans certains cas. Mais là, aujourd'hui, c'est pas un objectif, en fait, que d'avoir des étudiants et des étudiantes qui bossent au McDo, en fait. Donc en fait, pour les amener ailleurs, tu te dis, il y a vraiment rentable d'une certaine façon. Disons une réflexion en tout cas qui est orientée compétences, qui a ses vertus et qui aussi peut avoir ses limites. Donc voilà, c'est très compliqué, sachant que tout ça se fait évidemment sous la charge immense apportée par les mails, par en fait toute cette hygiène numérique qu'on n'a pas nécessairement, et qui fait qu'en fait on est tout le temps sous une charge énorme. Et si tu regardes, à peu près tous les domaines sont sous cette charge-là. C'est-à-dire quand tu regardes ce qui se passe du côté du médical aujourd'hui, tout le monde croule sous une charge administrative qui, notamment, dont on peut penser que elle a sans doute été un peu facilitée par l'informatique, mais en fait, elle a généré bien plus de demandes, bien plus de sollicitations, parce que voilà, l'informatique te permet aussi de faire des comparaisons potentiellement faussées, en disant, voilà, mais montrez-moi vos chiffres par rapport à ceci, cela, parce que tout ça, c'est stocké quelque part. Tu vois, à un certain moment, faire des statistiques, par exemple, sur le taux de réussite ou d'échec des étudiants et des étudiantes, ça prenait du temps, quoi. C'était compliqué. Ouais. Maintenant, potentiellement, tu fais une extraction, la bonne requête, et puis on voit des acteurs comme LinkedIn, par exemple, pouvoir, par les données qui sont rassemblées, parce que l'enjeu c'est évidemment toujours ça, pouvoir proposer dans quelques temps vous avez envie d'avoir ce type de poste, vous savez, plutôt cette formation-là, parce que nos stats montrent bien que les personnes qui sont passées par là et là, elles ont eu ceci. Donc en fait... Parfois des stats qui d'ailleurs sont basées sur des données de 3 ans avant, bien donc sûr, qui sont plus du tout actuelles. Mais c'est là où, entre guillemets, rien ne marche. Et puis surtout, le problème, c'est qu'on sait bien qu'on est dans des phénomènes sociaux et pas juste dans des phénomènes physiques, et là encore, on pourra en parler, mais c'est-à-dire que c'est des phénomènes sur lesquels il y a des rétroactions, des effets de rétroaction. Autrement dit, les processus de croyance fonctionnent. Donc ça veut dire que, et c'est pour ça que les gens qui sont dans l'industrie l'ont bien compris, à partir du moment où ils te font croire que l'intelligence artificielle est importante, que tout le monde commence à parler d'intelligence artificielle, ça veut dire que tout le monde va se dire que c'est important. Tu as déjà commencé à gagner, quoi. Ouais, totalement. Tu crées un levier, en fait, ça une bascule bascule. Comme ça. Puis en fait, ça s'entretient tout seul. Et puis à côté de ça, tu poses pas des questions qui sont potentiellement plus fondamentales. Tu veux, moi, à la fois, je suis heureux de pouvoir partager ma vision dans un contexte qui est aussi un contexte typiquement dans le milieu de l'enseignement où ça préoccupe beaucoup, tu vois, parce que est-ce qu'on perd les compétences, etc. Mais le nombre d'interventions que je fais sur les questions d'intelligence artificielle dans les gymnases, dans les universités, vraiment, c'est des tours de groupe de rock, quoi. Tu vois, on t'appelle ici, on t'appelle là et machin. Et puis tu te dis, à côté de ça, il y a une autre statistique sur le fait que le taux de suicide chez les jeunes n'a jamais été aussi élevé. Et puis là-dessus, il y a pas. Il y a peu. Il y a sans doute, il y a des gens qui font des choses, tu vois. Mais et puis peut-être qu'on m'appelle pas et que du coup je me rends pas compte. Mais quand même, tu sens bien en fait que il y a des espèces de buzzwords comme ça qui sont vraiment aussi portés par la tech, repris par le politique, dans une logique de valorisation du PIB, de l'innovation, blablabla. Et puis que tout ça en fait nous amène, remet toujours à plus tard la question de, mais en fait on est là pourquoi, tu vois? En fait, j'ai envie d'écrire un livre, mais pourquoi? Et puis ça cause des vrais problèmes, parce que quand tu discutes avec des gens sur moi, quand je vais donner mes conférences, ça m'arrive d'avoir des gens qui, en sortant de là, me disent « Mais moi, j'ai un roman que j'aimerais écrire, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, déjà, je suis pas sûr de réussir à écrire le livre, est-ce que je ne ferais pas mieux d'attendre ?» T'es un peu là, tu te dis, mais attendre quoi, que l'IA le fasse à ta place, tu vois, c'est ça, c'est ce que... Ouais, mais en même temps, ça, si tu veux... Mais je comprends totalement la logique. Ça fait complètement sens. C'est-à-dire ce qui est triste aussi. Hein. C'est totalement triste, mais c'est-à-dire que tu te dis, mais finalement, dans un milieu dans lequel on te parle que, finalement, de la rentabilité, de cet objet, il a marché, il s'est vendu ou je sais pas quoi, t'arrives pas à te dire que l'écriture, tu peux la faire indépendamment
une publication peut se faire indépendamment d'un succès et que en fait l'écriture peut se faire indépendamment de la publication. Et donc ça veut dire que tu perds la raison initiale de pourquoi est-ce que tu fais ça, et qui en fait est un travail d'exploration de toi-même. Et puis ça, l'intelligence artificielle, tu dois vraiment beaucoup scénariser ton usage pour que ce soit un outil d'exploration de toi-même. Des gens comme Vera Molnar l'ont fait, tu vois, mais c'est des gens qui arrivent vers ces technologies avec une vision artistique de ce qu'ils ou elles veulent accomplir qui est tellement claire qu'en fait c'est ok, elle parlait vraiment, elle, d'utiliser ces outils-là comme un esclave. Elle allait vers cet outil-là comme un esclave. Donc, quand tu sais ça, tu te dis, ok, c'est pas quelqu'un qui va arriver, va utiliser cet outil sans vraiment savoir ce qu'il voulait au départ. En se laissant porter par l'outil lui-même qui finalement va peut-être prendre la main sur... Puis surtout, si tu veux, qui va finalement toujours te dire oui, tu vois. Oui, c'est ça. Mais oui. Ça, c'est terrible. Mais oui, mais t'as raison. Mais oui, mais fais sans ceci, etc. Enfin, tu vois, on est vraiment dans des mécanismes de séduction, quoi. Totalement. Ta question est intéressante, ma réponse est pertinente, je me suis trompé, pardon, etc. Non, alors oui, évidemment, mais tu vois, dans certaines discussions, tu as des gens qui disent oui, mais parfois ça peut être problématique de discuter avec quelqu'un parce qu'il y a le risque du rejet et du conflit. Puis t'es là. Oui, mais c'est nécessaire aussi, quoi. C'est ça, c'est-à-dire, en fait... Donc là, on sent aussi qu'il y a une espèce de processus, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, oui, mais je me doute bien aussi que si systématiquement j'ai eu des échanges avec un outil qui systématiquement allait dans mon sens, et puis que tout d'un coup j'arrive à la bibliothèque, puis la personne qui me tend le livre n'est pas tellement m'aide peu, ou en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui fait que ça va pas, tout de suite, en fait, tu dis, mais en fait, il marche comment cet humain ? Tu vois, puis c'est pas la bonne question. Mais attends, on profite en fait, pardon, entre guillemets, ce conflit et fait quelque chose. Oui. Mais tu vois que déjà rien qu'en disant ça, il y a une espèce de spectre, et ça c'est ce qui est assez effrayant, c'est qu'en fait les mouvements de droite et d'extrême droite ont vraiment, on va dire, coloniser cet espace, avec cette idée de on ne peut plus rien dire, on n'a plus peur d'une discussion franche, nous on est dans la franchise, etc. Donc en fait, tu sens aussi que quand tu vas sur ce territoire qui consisterait à dire non mais en fait, faut pas avoir peur, entre guillemets, du conflit, on sent qu'on arrive sur des espaces qui sont des espaces aujourd'hui qui sont très identifiés avec tout un bloc idéologique qui va te vendre de l'islamo-gauchisme, qui va te vendre, en fait, tu as toute une espèce de package. Un package. Et puis ça participe justement de cette espèce de glissement et de cette démarche, en fait, de fascisation qui fait que, en fait, on est dans un processus d'inversion des valeurs. Et je pense qu'il faut relire Orwell, je pense qu'il faut relire 1984, je pense qu'il faut relire tout ça, parce qu'on est vraiment dans un moment particulier. Je pensais au meilleur des mondes aussi quand tu parlais avant de fascisme, parce que finalement, évidemment, on a parfois ces images de fascisme brutal. Oui. Et puis là, tu parlais aussi de données, de collecte de données. Et là, on est vraiment dans une acceptation par confort, quoi. On dit, on va sur un site et puis on a une banderole avec les cookies, ça nous fatigue d'aller choisir les options. En plus, généralement, elles sont faites pour être à rallonge, qu'il n'y ait pas les cases à la bonne place. Puis en fait, on cède petit à petit, par habitude, par confort. Et puis l'IA, comme tu le disais, moi, c'est vrai que pour avoir fait le test, mais par curiosité, mais je me dis, il y a plein de gens qui se posent pas la question. Bien sûr. Parce que c'est pour leur intérêt, puis ils ont bien raison, ils ont plein d'autres choses à faire, mais quand on commence à se dire est-ce que j'arrive à être pas d'accord avec ChatGPT pendant qu'on a une conversation, puis qu'on se rend compte que non, parce que les premières fois on se dit je suis quand même assez brillant, puis la deuxième fois on se dit c'est fou comme je suis peut-être un peu trop brillant par rapport à la vision que j'ai de moi-même. Et puis évidemment parce que on a cette IA qui est faite pour être d'accord avec nous, pour nous donner une vision de nous-mêmes qui est biaisée. Puis tu le disais, on passe à côté du conflit parfois avec les gens. Et je pense que c'est encore plus dangereux que la bulle filtrante, entre guillemets, qu'on peut avoir avec un cercle social où on est tous d'accord. Et du coup, certes, on confronte pas les idées, mais au moins, on va peut-être avoir des bribes de désaccords, de visions un petit peu différentes des choses. On est comme confronté, comme tu disais, aux émotions aussi de l'autre. Et je pense que le danger avec un ChatGPT, c'est que plein de gens se disent il sait tout. Donc s'il est d'accord avec moi, il n'y a même pas de réflexion à avoir. J'ai raison, c'est tout. Ça cimente un petit peu. C'est ça. Mais tu sais, moi, typiquement sur Facebook, il y a des personnes dont je déteste les publications. Je les conserve simplement par hygiène mentale. Ouais, ce qui est très sain. Parce que en soi, je veux dire, il y a des moments, il y a vraiment des éléments qui m'écœurent, mais je les supprime pas simplement parce que je veux me rappeler que ça existe. Parce qu'il faut quand même pas oublier. Puis ça, on le sait. Ça a été quand même un choc incroyable. La première fois que Trump a été élu, tout le monde se disait, mais en fait, ils étaient où ces électeurs ? Comment ça a pu arriver ? Ils étaient où ? Elles étaient où ces électrices ? En fait,
fait, elles étaient là, mais elles étaient juste dans l'autre bulle, quoi, qui était créée par ces réseaux. Donc, ça me fait pas plaisir de lire un certain nombre de choses que je vois, mais j'essaie de pas en garder trop, et évidemment, je like pas ce que je vois, mais je garde parce que je me dis, en fait, ça fait partie du réel, et j'ai envie de comprendre, en fait, comment ces gens voient ça. Je réprouve totalement, et si on devait se trouver chacun du côté d'une ligne, j'aurais aucune hésitation, tu vois. C'est le genre de choses qu'on a envie d'éviter. Mais ça te permet de te questionner de façon saine. Mais en fait, plus que de me questionner, ça me permet surtout de me dire oublie pas que ça existe. En fait, souviens-toi que ça... Parce que sinon, je pense que moi, tu vois, je pourrais très facilement, en écartant ces gens, me dire bon, bah, finalement, oui, mais c'est évident. Enfin, on est tous d'accord que là, il y a une montée du fascisme, on est tous d'accord que ceci, que cela. Ouais. Non, il y a des gens qui pensent vraiment différemment. Voir leurs arguments pour voir comment est-ce qu'ils voient les choses m'amène pas à les... Je dirais pas forcément à les comprendre davantage, parce que de nouveau, ça pourrait être de l'arrogance, tu vois, de dire je vous comprends, mais juste de me dire non, mais en fait... D'envisager, en tout cas. N'oublie pas. N'oublie pas, en fait, que ça, c'est là. Tu dois garder ça, ça fait partie, en fait, de la complexité du réel. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis allé... je suis un amoureux fou de Naples, et je suis allé à Naples après une très grande rupture amoureuse. Et quand je suis allé là-bas, en fait, si j'ai autant aimé cette ville, j'y suis allé en plein pendant la période des déchets monstrueux, quoi. Enfin, si tu veux, donc j'ai plus jamais vu Naples comme ça depuis. Hein. Il y avait des poubelles, c'était la grève, tu sais, avec des éboueurs, la grève des éboueurs. Donc en fait, il y avait des poubelles qui montaient, mais à la hauteur des monuments. On peut même pas s'imaginer. Et je me rappelle la nuit, je voyais passer. Parce que je sortais beaucoup et la nuit je voyais passer ces espèces de camions poubelles, et c'est une danse, quoi. T'avais des camions poubelles qui passaient tout le temps. Ça doit être surréel. Et en fait, tu voyais rien diminuer, et tu te disais, ce qui n'est pas impossible entre la mafia et le reste, que potentiellement, en fait, ils prenaient, ils déposaient ailleurs. Enfin, c'était pas clair, si tu veux. Mais pour moi, alors Naples a une énergie très particulière, etc. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, et je pense que si je suis allé là-bas et que j'ai compris plus tard ce qui était important pour moi, c'est qu'en fait, Naples, je pense que c'est vraiment un endroit où les choses sont intégrées. Tu vois, la mort est très présente. C'est-à-dire, t'as des ossuaires, t'as des choses comme ça, t'as des gens qui vivent dans la rue, qui sont là. En fait, tout se mélange un petit peu. Et pour moi, même le fait de voir ces ordures, c'était une manière de dire, ben, voilà, le réel, entre guillemets, c'est tout ça. Il faut garder tout ça à l'esprit. Et on a des tas de dispositifs qui invisibilisent. J'ai travaillé aux pompes funèbres aussi pendant un certain temps, donc tu vois, j'ai connu tout cet univers, et je me rends bien compte à quel point en fait on nous coupe des fragments d'expérience. On nous coupe les éléments qui sont liés à la naissance, même s'il y a des mouvements par rapport à ça. On nous coupe les moments qui sont liés à la fin de vie, voire à la prise en charge des défunts. Les déchets, on veut pas vraiment les voir. Et puis tout d'un coup, ben forcément, on découvre une image, tu vois, d'un enfant en petite pirogue qui avance au milieu d'une mer de plastique, et on se dit mais c'est où ça, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ces endroits-là, d'un point de vue, je trouve... alors maintenant, c'est aussi une zone qui est touchée par un tourisme de masse, donc c'est un peu compliqué. Mais vraiment voir en fait cette espèce de complexité et rester au niveau de cette complexité. On sait qu'on ne peut pas y arriver. Oui, c'est-à-dire... mais on doit y tendre. Voilà, on a les yeux... Enfin, c'est comme quand tu doubles une voiture. Tu sais que tu as les angles morts. Mais donc, en fait, tu dois faire ce geste qui consiste à tourner la tête. Tu vas pas pouvoir éviter ça. Tu peux te mettre 15 miroirs. Bon, tu peux, mais disons, c'est pas le bon dispositif. À un moment, tu dois avoir la conscience de ça. Et on doit la réinjecter, en fait. Et ce qui est assez, je trouve, quand même rassurant par certains aspects, c'est que des gens qui ne savent pas, qui me disent ah mais moi j'utilise ChatGPT par là, tu leur dis tout d'un coup ouais, mais tu sais que ça correspond à ceci. J'ai quand même des gens qui m'ont dit ah mais moi du coup depuis que tu m'as dit ça j'utilise plus du tout. Ouais, comme quoi on peut avoir un impact aussi. On peut, mais bien sûr, je pense qu'on peut, mais que en fait c'est coûteux, c'est énergétique, c'est pas facile, et puis je pense que honnêtement les gens sont fatigués. Enfin, tu vois, le taux de burn-out est quand même spectaculaire. La question du sens, quand même, avec les Bush-T Jobs, elle est très présente. Elle est très présente. Et puis, en particulier maintenant, tu vois, donc tu as une espèce de... On est de plus en plus éloigné, peut-être, des choses. Et c'est pas une idée de l'ancien temps et je ne sais quoi. C'est juste que, en fait,
dans toute l'histoire, il y a eu des combats, des grandes luttes sociales extrêmement importantes qui ont amené aux conditions de vie qu'on a aujourd'hui. Et puis là, vraisemblablement, on est dans un moment où il en faut beaucoup. Il faut réinvestir, il faut des mouvements sociaux, il faut aller se battre sur un nombre de fronts qui nous dépasse complètement, avec un rapport de force qui, tant qu'il n'est pas suffisamment collectif, va très clairement être à notre désavantage. Donc, bon, voilà, alors on a cette espèce de toute cette complexité qu'on doit gérer pour nos quotidiens et puis nos futurs, quoi. Et c'est pas facile. Et puis finalement, ce que tu disais aussi, je vois là-dedans une forme d'habituation, par exemple, au fait de suivre sur Facebook des gens avec qui tu es en désaccord frontal. Ben justement, il y a le fait d'y être confronté fréquemment. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme un poison, si on en prend légèrement, on arrive à y faire face d'une certaine manière. Et je pense que souvent, ce qui se passe, c'est que moi, pendant une période, je lisais plus du tout les médias, parce que j'en avais marre. Et puis, oui, on passe tous par ça. Hein. Totalement. Saturation. Puis après, tu bloques tout ce qui te dérange sur les réseaux sociaux. Dès que tu vois un truc qui te plaît pas, tu ne plus montrer ce type de contenu. Mais du coup, ça fait qu'au moment où tout à coup on est confronté effectivement à une réalité de quelqu'un d'autre, on se dit mais cette personne est en ahurie. Il vit pas sur notre planète, mais en fait si, c'est juste qu'il vit effectivement de l'autre côté du miroir en guillemets, quoi. C'est donc, ça. Se confronter de façon régulière comme ça, c'est aussi une forme d'hygiène importante. Moi, je pense qu'effectivement il faut le faire. C'est pour ça que je crois que je passe trop de temps à regarder des débats politiques français avec des personnages affreux, quoi, enfin, si tu veux, dans leur vision du monde, etc. Mais et je crois que c'est pas juste une espèce de voyeurisme. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ok, c'est comme ça que ça avance, tu vois. En fait, ça rampe comme ça. Ok, ça passe par ces fissures. C'est comme ça que ça se fait. Parce que tu as les outils aussi pour déconstruire ce qu'on propose. Parce que j'ai les outils pour déconstruire et parce que justement, je peux avoir des effets de contraste, etc. Oui. Mais parce qu'aussi, ça me permet de mesurer mon ignorance. Je me rends compte à quel point il n'a pas été nécessaire pour moi de m'interroger sur des questions de lutte sociale pendant tout un temps. Tu vois, ça semblait assez, par certains aspects, finalement assez secondaire, puis il n'y a pas d'âge entre guillemets pour commencer à se dire bon en fait je me rends compte que là-dessus en réalité je ne connais rien, je comprends un petit peu les structures, etc. Mais c'est sûr que l'enjeu, c'est vraiment un enjeu autour du narratif. Comment est-ce qu'on nous raconte ces histoires? Et surtout dans cette sollicitation permanente où on n'a plus le vide provoqué par la lecture, ou en tout cas de moins en moins. Moi, j'étais quelqu'un qui lisait, mais en permanence. Aujourd'hui, je sais que je lis moins. Si tu veux, c'est un effort que de recréer un espace. Oui. J'ai beaucoup d'intérêt, création de jeux, machin, etc. Un effort de recréer cet espace de lecture, mais je me rends bien compte que cet espace de lecture, en fait, il crée un espace intérieur qui me donne cette espèce de... Enfin, qui garantit beaucoup mieux ma santé mentale que tout un lot d'autres dispositifs. Et que ça fait vraiment partie d'une forme d'hygiène personnelle. Mais je sens aussi qu'il y a une espèce de difficulté parce que simplement, si tu veux, le temps d'attention... Et c'est pour ça que... Oui, ChatGPT peut te répondre à 4h du matin par rapport à un problème que tu as sentimental ou je ne sais quoi. Mais l'ami avec qui tu vas aller passer 2 heures sans regarder ton téléphone et puis qui va peut-être t'amener un regard différent et avec qui il va y avoir une espèce de relation, mais qui lui ne sera pas disponible à 4h du matin. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a une espèce de rapport au clientélisme comme ça qui, en fait, nous a un petit peu piégés, dans lequel on s'est piégé nous-mêmes, sans voir les enjeux derrière. Et je pense qu'on ne peut pas véritablement s'en vouloir parce qu'effectivement, on est aussi beaucoup plus informé qu'avant, trop. Enfin, ce mode de survie que tu dis où tout d'un coup, en fait, je fais ma bulle, comme dans une attaque DOS, une attaque de déni de système où tu reçois des tas de requêtes. Au bout d'un moment, le serveur, il se clôt, il dit non, mais maintenant, moi, les médias, ça va, l'Ukraine, c'est plus possible, quoi. Gaza, puis encore l'Iran, tu vois, au bout d'un moment, tu lâches. Surtout qu'en plus, tu peux avoir ce truc-là en te disant... Je sais que finalement, c'est aussi des mécanismes de vente parce que derrière, on va t'alterner un truc terrible avec un truc cosy dans une pub Instagram pour te faire acheter. Bien sûr. Et puis, on sait, c'est démontré maintenant que, tu vois, les réseaux sociaux, quand même, par la comparaison tout le temps, te donnent une image faussée, te donnent aussi l'impression que ta vie, c'est un peu de la merde parce que tu as quelqu'un d'autre qui est en train de vivre un truc incroyable. Et puis, tu te dis, moi, quand je publie des choses, potentiellement, je crée ce même effet chez les gens, tu vois. Donc, puis en même temps, tu vois aussi et c'est bien le problème, tu vois ce que tu as à perdre, tu vois.
renoncer à Instagram, ce serait une excellente idée. Ouais. Mais par ce biais-là, j'ai quand même découvert des objets particuliers que je n'aurais pas découvert autrement, des personnes aussi avec qui j'ai pu établir des contacts. Donc, ça veut dire que on doit utiliser ces outils pour, grosso modo, l'espèce de mise en contact facilitée, puis ensuite on doit s'en éloigner le plus possible, mais avec le fait que, ben voilà, il y a des vidéos de chats et c'est hyper drôle. Et qu'est-ce que tu fais de ça, tu vois? Tout à fait. Bon, voilà, donc en fait, c'est une période très très compliquée de ce point de vue-là, et je pense honnêtement que... moi, c'est quelque chose que je dis dès que j'arrive, tu vois, dans des établissements ou autres. Je prends vraiment une espèce de moment, alors c'est plus intégré que ça, parce que sinon ça passe pas trop, mais il y a un moment vraiment où je dis, bon, bah on est fatigué, quoi. Ouais. Tu vois, on est fatigué. En fait, on n'en peut plus. Vous êtes là, aujourd'hui vous avez une journée sur l'intelligence artificielle, vos mails ils continuent à arriver, ça résout aucun de vos problèmes. On te demande à la limite d'être connecté en même temps que tu suis un meeting. Mais oui, puis en plus de ça, vous allez devoir rentrer, puis tout le temps que vous avez passé ici, c'est un tonneau des Danaïdes qui se remplit un petit peu plus loin. Et puis ensuite, d'une fois que ça sera fait, ben voilà, puis on va vous demander en plus de vous former à ces choses, mais vous avez déjà pas le temps, puis vous revenez d'un burn-out. Totalement. Donc voilà, en fait, on est fatigué. Voilà. On fait quoi de ça? Ouais. Tu vois, mais déjà rien que de dire... D'oser le dire, de mettre le bilan sur la table. C'est OK, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, et pourtant, moi, je fais partie... quand même des gens, même si l'université correspond plus à l'image qu'on en avait, déjà correspond pas à celle que moi j'ai eue à l'époque quand j'étais étudiant, qui correspond elle-même pas à celle d'il y a avant, et puis celle d'aujourd'hui ne correspond plus à ça. Mais je suis quand même lucide sur le fait que j'ai une marge de manœuvre, ne serait-ce que dans l'organisation de mon temps. Moi, j'oublie pas, si tu veux, le moment où j'étais vendeur chez Manor et j'allais biper pour aller aux toilettes. Totalement, bien sûr. Voilà, donc si tu gardes ça présent à l'esprit, en fait, tu valorises aussi ce que tu as. Tu te dis, bon, bah, moi, j'ai le temps aussi de faire des lectures. Si je rentrais après des journées folles, tu vois, ben ouais. Donc, tu conscientises aussi, et moi, c'est ça que je trouve très intéressant en allant à la rencontre de publics qui sont très diversifiés. En fait, tu comprends d'où tu parles. Et c'est essentiel de comprendre d'où on parle. Et en fait, il y a quand même... Je pense qu'on a cette grande chance, portée notamment par un certain nombre de mouvements sociaux, d'une réflexion aussi, de dire, OK, mais en fait, pense ta pensée en un certain sens. C'est quoi le contexte social de ce que tu dis? Tu parles de où? Tu parles de quoi? Souvent mis en... Je dirais pas en difficulté, mais tourné en dérision, tu vois, par justement les mouvements plutôt de droite qui disent ce qui se cache derrière le wokisme et ce genre de choses. Mais en fait, c'est une pratique assez saine qui consiste à dire, mais en fait, d'où est-ce que je parle? Et puis tu vois, moi qui suis typiquement dans un contexte qui est un contexte institutionnel assez particulier, un département d'informatique en lettres. Donc, en fait... C'est déjà interdisciplinaire dans son essence. C'est interdisciplinaire. Puis tu vois, nos collègues en lettres... des fois ils se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Et puis en fait après quand tu vas vers des informaticiens ou des informaticiennes plutôt très poussés ingénierie, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent là et qu'est-ce qu'ils font là? La lisière de ces deux disciplines, tout le temps, le cul de chaise. Puis voilà, puis si tu veux, je pense que les questions que pose toute cette réflexion sur le genre aujourd'hui, c'est qu'une répétition de ce même qui moi m'a toujours intéressé, cette même question, c'est-à-dire en fait nos identités sociales, que ça soit hommes, femmes, matheuses ou bien littéraires, tu vois, toutes ces espèces de catégories nous enferment quelque part et en fait cassent des endroits où on pourrait avoir des sortes de prise de contact et de dire attends, en fait mais la littérature ça peut aussi être analysé, par exemple c'est les humanités numériques, ça peut être analysé de manière à l'aide des ordinateurs, et ça veut pas dire qu'on doit sacrifier le reste, ça veut dire qu'en fait on peut travailler ensemble, imaginer des choses. Et par ce type de contexte et en décidant d'aller là, en fait, tu comprends de plus en plus ta place. Ça veut dire aussi que tu identifies tes biais, mais c'est pas négatif. C'est-à-dire, moi, je vous parle de là. Je vous parle de là, avec ma vie, avec ce qui s'est passé, avec les éléments que j'ai vécus, avec mes joies, mes peines, etc. Et c'est ça que tu as envie d'entendre, et c'est ça que tu as envie que quelqu'un t'amène, et pas cette espèce de discours policier, si tu veux, qui est cette espèce de voix qui satisfait tous tes désirs. Là, on est vraiment tout le temps en train de
on est sur cette espèce de lampe d'Aladin, tu vois, qu'on frotte et puis qui assèche un lac à chaque fois qu'on l'a frotté suffisamment, quoi. Et puis en fait, on se dit, ah, mais c'est trop cool, il a entre guillemets réalisé mon désir. Il faut qu'on sorte de ça de manière générale. Et si on y arrive, un jour, on pourra avoir peut-être des dispositifs qui sont plus responsables. Et puis ces dispositifs responsables nous permettront aussi d'avoir des usages responsables. Et c'est pas une question de culpabilité. Enfin, tu vois, c'est même pas une question de « Oh mon Dieu, on est en train de réinventer le catholicisme avec une espèce de faute, de péché originel, etc. » Et on pourrait le dire, hein, tu vois, ce qu'a fait l'industrie, il y a une espèce de péché originel d'avoir été pillé toutes ces données, etc. C'est pas ça l'enjeu. C'est juste l'idée de faire quelque chose d'organique. C'est-à-dire quelque chose qui en fait, c'est une pensée, on va dire, écologique. Autrement dit, ma pensée, elle fonctionne mieux, et moi, c'est mon objectif, et je pense que c'est les objectifs de toutes les personnes qui arrivent à un certain niveau ou en tout cas cherchent à atteindre un certain niveau de performance artistique ou créative, c'est qu'en fait, à un certain moment, tout fonctionne ensemble. Tu vois ? C'est-à-dire, ça fait un tout qui est un tout organique. Il y a une espèce de cohérence. Donc, c'est pas l'idée, oui, mais en fait, il faut que je sois responsable quand je mange ceci, etc. Oh, puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, fous-moi la paix. Non, c'est plus une idée de... Mais en fait, moi, j'ai envie d'être... J'ai envie Enfin, je pense qu'on a vraiment un problème de narratif sur cette question-là, tu vois. C'est-à-dire parce que je vois aussi des personnes qui croulent sous le poids de la responsabilisation et de la culpabilité par rapport, y compris sur des questions sexuelles parfois, hein, c'est-à-dire ah mon Dieu, est-ce que mes préférences sont potentiellement problématiques parce que est-ce que ça dit pas quelque chose sur mes conditionnements sociétaux, etc. Et en fait, j'ai l'impression que les médias, souvent d'obédience plutôt orientée vers la droite, ont tendance à tourner ça en ridicule. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'un nouveau narratif aussi par rapport à ces dispositifs-là, qui consiste à dire mais non, mais en fait, moi c'est pour une augmentation de capacité, en un sens. Si on voulait, si tu veux, entrer dans la logique productiviste, on pourrait dire, c'est parce que je ne veux pas être... C'est pas une question d'être limité, parce que là, on repart dans une logique comme celle-là, mais qui consisterait vraiment à dire, mais en fait, moi, j'ai envie que le système fonctionne ensemble. J'ai envie de ne pas être à la marge du système. J'ai envie que ce que je fasse se réponde. Tu vois, comme quand tu fais un beau jeu de société, que tu fais un beau livre, tu sens qu'il y a une espèce d'harmonie interne. Il y a une cohérence. Et en fait, c'est au-delà de la logique de culpabilisation, je pense que en fait, l'humain, c'est ça qu'il veut. Tu vois, il a besoin de ça pour que sa vie ait du sens. Il n'a pas envie de remplir le 15e rapport à la con qui sera lu par une IA pour une personne. Tu vois, c'est pas ça l'enjeu. Pour un projet qui sera annulé. Pour un projet qui sera potentiellement annulé et puis qui en fait aura. Voilà, il y a cette idée de. En fait, tout ça fait sens. Je suis en train de faire quelque chose de beau. Tout ça va dans le même sens. Et puis, en fait, c'est vers ça qu'on doit tendre. Et c'est un peu dommage que, par fatigue ou calcul, en fait, un certain nombre de mouvements, on va chercher, si tu veux, les points. On va chercher la rivière qui déborde pour dire non, mais en fait... tu sais quoi, on va supprimer cette rivière. Non, ça marche pas comme ça. Oui, la rivière, elle déborde à certains moments parce que ça fait partie d'une rivière. Il y a des moments où il y a trop et des choses comme ça. Mais c'est essentiel qu'elle passe, cette rivière ici. On en a besoin. Et en fait, cette rivière, elle change. Ces temps-ci, je réécoute beaucoup, si tu veux, Times Are Changing, tu sais, de Bob Dylan, notamment la version de Nina Simone. Oui. Et c'est une espèce de message de dire attention, jugez pas trop vite, regardez, en fait, il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses qui sont en train de changer, et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer aussi dans le bon sens, et que ça n'est potentiellement pas un hasard, en fait, que les forces, si on veut bien, du mal, tu vois, sont aussi puissantes, entre guillemets, en ce moment, c'est parce que, mine de rien, il y a quand même des choses qui sont en train de changer. Mais oui, c'est des éléments qui sont évidemment plus fragiles, peut-être moins visibles. Et puis parce qu'on le sait, tu l'as dit tout à l'heure, que notre cerveau lui-même, pour des raisons de survie, a tendance à survaloriser les informations négatives et les prises de risques, etc. Donc, une information sur le risque nucléaire va capter beaucoup plus notre attention, alors qu'on n'a aucune efficience possible.
que sur des mesures peut-être locales qui, elles, en fait, ont un vrai impact. Et donc, en fait, il y a une espèce d'effort à faire pour rester à cette hauteur-là qui, en fait, est celle de je sais pas s'il faut dire de la joie, parce que c'est peut-être difficile d'aller jusque-là. Mais c'est un objectif intéressant, la joie, finalement. Mais en tout cas, une espèce de pensée, on va dire, la moins clivante possible, mais pas dans l'idée, en fait, je veux être tout ce que je veux, tu vois, un peu cette espèce de délire technoscientiste en fait, je vais être immortel et ce genre de choses. Qui préoccupe aussi beaucoup l'esprit des gens aujourd'hui. Qui préoccupe aussi beaucoup l'esprit des gens. Ce rêve-là, quoi. Bah oui, ce rêve-là, mais pas dans ces espèces de rêves de en fait, on va sur Mars, puis là, on sera les seigneurs et maîtres de ce monde. Mais non, mais beaucoup plus quelque chose, vraiment. La pensée écologique, mais qui peut se passer... Enfin, tu peux avoir une pensée écologique simplement en écrivant un texte. Comment ça répond? Est-ce que si je mets ça, ça tue autre chose? Oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Etc. Donc, on a vraiment toute une espèce de manière de repenser à tout ça, y compris... puis ça, tu vois, c'est toutes les démarches féministes qui nous l'ont amené, hein, les réflexions sur le care. Ça va dans cette même logique, c'est-à-dire... comment est-ce que ça marche ensemble? Comment est-ce que ça se passe? C'est absolument central et c'est ce qui doit nous préoccuper, je pense, le plus possible aujourd'hui. Et c'est vrai que par rapport à ça, le dernier modèle d'intelligence artificielle, voilà, qu'est-ce que tu veux tu vois, moi, j'ai pas l'impression que ça nous approche tellement de ces éléments-là. Non, je pense qu'on peut le dire, hein, effectivement. A priori, on s'en éloigne un peu. Pas tellement dans cette direction. Donc finalement, ni utopie ni dystopie, mais on est quelque part au milieu. Et puis après, il y a cette complication entre le déni de cette réalité puis la surculpabilisation. Voilà, on navigue comme les humains un peu perdus qu'on est au milieu de tout ça, avec notre meilleure volonté. Ouais, puis je pense que il faut vraiment Je pense qu'on doit vraiment commencer à faire de la vulnérabilité une qualité, en fait. Et il faut qu'on ait de la tendresse par rapport à nous-mêmes. Je pense que c'est l'étape numéro 1 pour ensuite pouvoir avoir du courage. Très bien. Mais je pense qu'il y a vraiment urgence par rapport à ça. On doit revaloriser cette espèce de vulnérabilité. Et je crois que la conscience, elle a commencé à se faire sur ces éléments-là et que, évidemment, en face, on va nous vendre tout le contraire. Écoute, c'est un beau mot de la fin. Ça sera l'occasion la prochaine fois aussi de parler de ça, mais dans le cadre de la création, de ce qu'on est en tant qu'auteur, en tant que créateur. Puis là aussi, on peut se questionner, laisser du vide, de l'ennui. Et puis, on verra comment on aborde tout ça la prochaine fois. Merci beaucoup pour ton temps et puis cette conversation très enrichissante. Ouais, pareil. Et puis au plaisir de reconduire ça prochainement. À très vite. Merci beaucoup, cher auditeur, d'avoir été avec nous pour cette première partie de conversation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la seconde, qui parlera donc plutôt du rôle de créateur, notamment de Lisa, qui a publié des bouquins autant dans la fiction que dans la non-fiction, ainsi que des jeux de rôle et des jeux de société. Donc une vue d'ensemble très intéressante de ce qu'est le rôle de créateur aujourd'hui, ainsi que des potentiels problèmes aussi qui se posent. Ce sera une conversation un peu plus légère. J'espère que celle-ci ne vous a pas trop déprimé et foutu le moral dans les chaussettes. C'est vrai que c'était des sujets aussi pas faciles qui ont été abordés. Dans tous les cas, je vous serais très reconnaissant de laisser votre avis sur ce podcast afin que je puisse faire mieux pour les suivants. Je vous dis à très bientôt pour défricher de nouvelles lisières.